Sommaire de ce 23h, c'est confirmé, les salaires des Ivoiriens seront bel et bien augmentés en 2014. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a réaffirmé cette décision du chef de l'État. C'était lors de sa deuxième conférence bilan. C'est le grand toilettage pour les filières cajou et coton. Les experts de ces domaines sont en ce moment réunis à Yamoussoukro. Ils vont décider de réformes majeures afin de permettre aux acteurs de faire de meilleurs profits. La crise syrienne est au centre du sommet de Saint-Pétersbourg, ouvert aujourd'hui en Russie. Les 20 pays les plus puissants du monde vont mettre un accent particulier sur les recherches de solutions pour sa résolution rapide. Bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Omar Tatamli, c'est le nom du nouveau Premier ministre malien. Il vient d'être nommé par Ibrahim Boubacar Keïta, fraîchement investi dans ses fonctions de président du Mali. Demain, 6 septembre, marque l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie à Nice. C'est en France. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est donc arrivé ce matin en France. Il va prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture. Et puis, dans son agenda, un entretien avec le président français François Hollande. Rappelons qu'en 2017, c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter les prochains Jeux de la francophonie. Les salaires des Ivoiriens seront bel et bien revus à la hausse en 2014. Ce matin, le Premier ministre a confirmé la décision du chef de l'État. C'était lors de sa deuxième conférence bilan. Cette rencontre avec la presse donne les grands indicateurs des activités prioritaires du gouvernement. Adama Kone. Annoncé le 7 août, le Premier ministre est monté au créneau ce jeudi 5 septembre pour confirmer la décision du chef de l'État d'augmenter les salaires dès l'année prochaine. D'ailleurs, le gouvernement s'active pour donner vie à cette bonne nouvelle. Ce gouvernement, en tout cas, quand il dit « je vais faire quelque chose », il le fait. Mais avant de le faire, il calcule pour savoir combien ça va coûter et comment je le finance, de manière à ce que ça se traduise en réalité. Le président finalement a décidé de cela, il y a une équipe qui travaille dessus, et les décisions donc seront annoncées au Conseil. Vous demandez qu'on vous donne quelques éléments, je ne pourrais pas le donner tant que le Conseil n'a pas pris une décision. Mais les calculs seront faits et la décision donc sera annoncée à la Nation par le président de la République, après donc décision prise en Conseil des ministres. Mais effectivement, il va y avoir une augmentation qui sera donc opérationnelle en 2014. Autre volet social impulsé par le gouvernement, la création de plus de 20 000 emplois. Ces informations ont été portées à la connaissance de la presse ce jeudi au cours du deuxième grand rendez-vous de l'année entre les journalistes et le Premier ministre. Daniel Cablon-Duncan a passé en revue les 3 axes stratégiques de l'action gouvernementale. D'abord, la sécurité et la paix. À ce niveau, le compteur marque une baisse de l'insécurité. L'indice est passé de 3,8 à 1,6 en mai 2013. Ensuite, au chapitre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, une rencontre avec les centrales syndicales est programmée pour le 7 novembre prochain. Enfin, sur le plan économique, les bonnes relations avec les institutions de financement international, la consolidation de la croissance à 9% cette année, le lancement des travaux structurants et la maîtrise de l'inflation mettent le gouvernement dans une position confortable dans sa marche vers l'émergence. Autre annonce majeure lors de cette conférence bilan, la libéralisation du plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan. D'autres opérateurs économiques feront leur entrée dans le trafic lagunaire. Il est question de rendre plus fluides les déplacements dans la capitale ivoirienne. Des explications avec Adama Kone. La société des transports abidjanais Sotra ne sera plus la seule à exploiter le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Le gouvernement va actionner le bouton de la concurrence. Le ministre en charge des Transports a d'ailleurs proposé au gouvernement qu'on enlève le monopole d'ailleurs de la Sotra dans ce domaine, de manière à ce que des structures privées dans le domaine du transport lagunaire puissent intervenir. Et je crois que les discussions sont fort avancées, puisque des sociétés veulent pouvoir installer au moins 50 quais et augmenter donc le nombre de bateaux qui transportent donc les Ivoiriens.
Donc c'est en cours de finalisation un tel dossier qui pourrait donc aller donc de l'avant. Ce n'est pas tout. Pour faciliter le transport des Abidjanais, un autre mode de déplacement est en étude sur la table du gouvernement. Le train urbain. Les itinéraires sont connus. Premier axe à Niama-Vridi, aéroport Grand Bassam. Deuxième axe, Yopougon à Djamé-Benjerville. C'est un financement de 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA. Les propositions sur lesquelles le travail a été fait montraient que nous aurons certainement des coûts inférieurs aux coûts actuels des transports longs de bus. Il faut faire un peu une synergie entre les différents moyens qui permettraient à la fois d'utiliser des bus et ce train urbain qui va donc sillonner la ville d'Abidjan. Pour finir, le Premier ministre a lancé aux propriétaires de véhicules banalisés opérant dans le transport qu'il faut se conformer à la réglementation. Quant à l'autoroute du Nord, elle sera inaugurée par le chef de l'État le 11 décembre prochain. Le cadre permanent de dialogue reprend ses activités dès demain. L'annonce a également été faite par Daniel Cablon-Duncan. Les partis politiques réunis au sein de ce cadre de dialogue vont retrouver et poursuivre leurs échanges en vue d'un climat plus serein pour le développement du pays. Adama Kone. Le cadre permanent de dialogue reprend ce vendredi 6 septembre. Il s'agit pour le gouvernement de consolider les acquis avec les 11 partis politiques proches de l'ancienne majorité présidentielle et de jeter les bases d'actions fortes en faveur de la cohésion sociale. Au Front populaire ivoirien, le Premier ministre a demandé de rejoindre le groupe. Il faut dire que quand on discute, il faut vraiment être très clair, pas de préalable, pas d'a priori. Je l'ai dit à plusieurs reprises. L'État aussi peut poser des préalables. Mais quand vous partez sur cette base, vous n'avez jamais abouti. On a avancé beaucoup avec le CPD parce qu'ils sont venus sans a priori, sans préalable. Je l'ai dit au frère Miyaka Oroto lors de nos discussions, et c'est pourquoi on a avancé au départ. Ils étaient venus sans a priori et sans préalable. On a avancé et vous savez qu'on est arrivé à des points de convergence, des points de divergence. Alors la décision des médiateurs, pourquoi médiateurs? Nous ne sommes pas assez majeurs pour régler les problèmes ici, à l'intérieur de notre pays, pourquoi nous choisissons un médiateur qui viendrait d'où? Voilà un peu notre position. À l'actif du CPD, le retour de responsables politiques, la confiance établie entre le gouvernement et les 11 partis et l'élaboration conjointe de 2 avant-projets de loi, l'un portant statut de l'opposition et l'autre portant financement de partis politiques et des candidats aux élections présidentielles. Et elle aura duré plus de 120 minutes. En plus de la presse, cette deuxième conférence bilan du Premier ministre a été suivie par des partenaires au développement et des représentants de la société civile. Leur réaction recueillie par Mamadou Kouassi. Cette deuxième rencontre du chef du gouvernement avec l'ensemble de la presse nationale et internationale a tenu toutes ses promesses. 10 heures, tous les invités sont en place, opérateurs économiques, bailleurs de fonds, membres du gouvernement et hommes de médias. Le Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, peut faire le point des actions du gouvernement en mettant un accent particulier sur le social. Les 2h30 d'échanges et d'exposés n'ont pas suffi aux conférenciers et aux journalistes d'aborder tous les sujets. Mais au final, la rencontre est diversement appréciée. Le Premier ministre a donné des assurances. Mais encore, nous voulons demander davantage au gouvernement. Nous voulons demander le renforcement de tous ces acquis-là. Aller au-delà de ces acquis, pour aller au-delà des discours, pour vraiment concrétiser par des actions précises sur le terrain. Oui, comme tout Ivoirien, a priori à 50%, on attend de voir véritablement avec tout ce qui a été dit puisse se réaliser concrètement parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda a besoin de savoir, d'avoir les chiffres, de voir les choses de manière visuelle pour que vraiment il apprécie un peu les choses à sa juste valeur. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre, il y a des grands efforts qui ont été faits pour la sécurité des Ivoiriens, pour la réconciliation, pour la cohésion sociale. Évidemment, aucune chose humaine n'étant parfaite, il y a encore des progrès à faire. Les différents indicateurs qu'il a donnés montrent que le gouvernement travaille et qu'il y a de l'espoir pour les années à venir et qu'il faut compter avec les actions engagées par le gouvernement.
Les journalistes, dans la plupart d'entre eux sont restés sur les faits, dans la mesure où beaucoup de questions ont été survolées et n'est pas allé au bout. Nous sommes satisfaits, nous pensons que nous avons eu beaucoup de réponses afin de pouvoir vraiment les reporter à nos lecteurs. Du côté des membres du gouvernement, l'objectif est atteint. Il est évident qu'il faut regarder au niveau des populations pour voir si elles ont compris le message et voir s'il faut donc l'ajuster pour que la compréhension soit totale. D'ici le mois de novembre, les populations verront effectivement tout ce qui a été fait au niveau du secteur de santé, surtout dans le domaine de la remise à niveau des différents plateaux techniques. Que le personnel de santé m'accompagne également et que nous puissions ensemble répondre aux préoccupations des populations. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre dans de meilleures conditions. Rendez-vous est pris pour un autre bilan des actions du gouvernement. Le Premier ministre et ses collaborateurs seront à nouveau face à la presse nationale et internationale. Les producteurs de cajou et de coton vont faire de meilleurs profits. Ces deux filières seront réorganisées. Elles vont connaître des réformes majeures à l'issue de la rencontre entre les experts du domaine. Ils sont réunis depuis ce matin à Yamoussoukro. Noël Niagno sur place dans la capitale politique ivoirienne. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à plus de 200 km au nord d'Abidjan, la capitale économique. Hôtel Président depuis ce jeudi. Producteurs de coton et de cajou, acheteurs, égraineurs, transformateurs, responsables des structures publiques et parapubliques, le corps préfectoral des zones nord, est, centre, passe au scanner la réforme des filières anacarde et coton pour la rendre opérationnelle. 72 heures sont consacrées à cet exercice dans 8 commissions qui vont servir de laboratoire avec pour objectif optimiser la production, garantir les prix aux producteurs, garantir aussi la transparence par la mise en place d'une interprofession représentative et crédible, augmenter le taux de transformation dans le cadre de l'anacarde, in fine, améliorer le cadre de vie des producteurs. Conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara, le producteur doit être le premier bénéficiaire du fruit de son labeur. Restons dans le domaine agricole avec le coton. L'État de Côte d'Ivoire se lance dans une politique d'assainissement du secteur. Noël Niagno. Le coton, le poumon de l'économie rurale des zones nord et centre. Un facteur déterminant de la lutte contre la pauvreté. Assainir les activités de production du coton constitue l'un des axes majeurs de la réforme. Dans cette optique, une loi est votée. Elle attribue des zones exclusives à chaque égreneur. La loi dit que pour une période transitoire, les zones d'exclusivité seront attribuées à des égreneurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous prenez une partie du territoire où on produit du coton, par exemple autour de Korogo, de Sinematiali à Napié, de Bengué à Tafiré, et vous dites, monsieur le graineur Intel, vous êtes le seul opérateur autorisé à travailler avec les paysans de cette zone. Une disposition qui n'est pas du goût des producteurs, et pour cause. Quand les égreneurs ont la possibilité d'aller partout, ils sont en concurrence partout. Et le paysan, à ce moment-là, peut profiter du fait que les égreneurs sont en concurrence. Mais il faut regarder les choses à long terme. À long terme, les propositions qui sont dans la loi sont bénéfiques pour l'ensemble de la filière. Une commission est consacrée à l'examen de cette disposition avec pour finalité permettre aux producteurs et aux égreneurs de s'en tirer à bon compte. Incendie hier nuit tout près du marché de Yamoussoukro. L'explosion de plusieurs bouteilles de gaz serait à l'origine du feu. Le propriétaire du magasin incendié s'adonnait à un trafic illicite et dangereux du gaz domestique. Kwadio Kwame. Un magasin de quincaillerie situé à proximité du grand marché de Yamoussoukro est parti en fumée dans la nuit du mercredi à jeudi. Le propriétaire du magasin, la nuit tombée, se livre au trafic des bouteilles de gaz. Il était dedans avec ses employés quand le gaz a pris feu. Lui-même, il a été touché aussi. Actuellement, lui-même est à l'hôpital.
Les gens parlent qu'il ne faut pas qu'il va fermer la porte sur lui pour faire affaire de gaz là. Quand on lui parle, il ne comprend pas. Le vieux, même quand on s'assoit devant sa boutique, là, il a parlé jusqu'à lui-même, il est fatigué. Donc nous tous, on est fatigués. Malheureusement pour lui, cette fois, les dieux de la cupidité l'ont tout simplement lâché. Le préjudice subi est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Ce commerçant véreux apprendra à ses dépens que toute activité doit s'exercer selon les règles de l'art. Retour à Abidjan avec ce conflit à Akwedo Sud-Est. 900 maisons sont menacées de démolition dans cette zone de la commune de Cocody. Les habitants qui ne sont pas légalement propriétaires des terrains sont sommés par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme de se mettre en règle. Landry Ponou nous livre les détails de cette affaire. Cette maison qui est là-bas, là, qui coûte 550 millions, on ne peut pas détruire ça. Comme le propriétaire de cet immeuble, ils sont environ 950 acquéreurs de terrain à Akwedo Palmeraie Sud-Est sur la route d'Abata en allant à Bingéville à passer des nuits blanches en ce moment. Tous les édifices ou presque de ce quartier ont été bâtis dans l'illégalité, juste avec une attestation villageoise. Aujourd'hui, le ministère de la Construction est venu dans le lotissement mettre des signes de maisons à démolir pour deux raisons. Première raison, nous n'avons pas de titre de propriété. Nous n'avons pas de permis de construire. Pourtant, la loi ivoirienne est claire. Pour construire, à la limite, il faut avoir un titre de propriété et puis faire la procédure pour avoir ce qu'on appelle le permis de construire. C'est un document administratif qui vous permet de pouvoir construire. S'ils sont dans l'impossibilité de nous produire les documents, l'administration va prendre ses responsabilités, c'est-à-dire procéder à la démolition des constructions édifiées. Des maisons, des magasins, construits pour certains avec toutes les économies et bien souvent même des prêts bancaires. Tout doit être démoli. À l'origine de cette situation, un conflit foncier entre le village d'Akwedo, propriétaire légal, et celui d'Abata. Nous avions été sollicités en 1998 par le village d'Akwedo, mené d'un arrêté d'approbation couvrant une superficie de 40 hectares pour un morcellement. Et nous avons fait les vérifications. Il se trouve que l'État de Côte d'Ivoire a concédé cette parcelle-là à Akwedo. Par la suite, nous nous sommes vus opposés au village d'Abata qui a revendiqué cette parcelle. À chaque fois que nos acquéreurs se retrouvaient sur le terrain, ils étaient pourchassés. Nous, nos acquéreurs attendent de rentrer dans leurs droits. Dès l'instant où la plupart de nos acquéreurs ont des lettres d'attribution, certains parmi eux ont des titres de propriété, des ACP, ils veulent rentrer en possession de leur terrain. Nos démarches pour entrer en contact et écouter la version des villageois d'Abata sont restées vaines. Ce que l'on retient, c'est que des centaines de familles sont en passe de se retrouver à la rue pour n'avoir pas été vigilantes. Nouvelle politique commerciale à RTI Publicité. Les prix de diffusion des annonces publicitaires sur les chaînes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne vont être réajustés. Pourquoi certaines tranches vont-elles connaître une augmentation de tarifs quand pour d'autres ce sera la baisse? La réponse avec Victorine Yaoyoboy. Cela fait plus de 10 ans que les annonceurs attendaient cette innovation de la RTI. L'ajustement des tarifs des messages publicitaires diffusés sur les 4 chaînes télé et radio. C'est bientôt chose faite puisque la RTI, à travers la direction de RTI Publicité, vient de mener une étude dans ce sens. Les résultats ont été présentés aux annonceurs. À partir de ces données, nous avons compris que certaines tranches tarifaires ont été surévaluées quand d'autres ont été sous-évaluées. En quelque sorte, nous avons procédé à un équilibrage des tarifs. La RTI dispose de plusieurs atouts à l'endroit de ses partenaires. Elle a relevé le niveau des émissions et des fictions, ce qui lui vaut actuellement une audience importante auprès des auditeurs et téléspectateurs. Nous voulons rassurer nos annonceurs sur le fait que leur investissement publicitaire sur nos différents supports a un retour sûrement positif, compte tenu de l'audience dont nous bénéficions auprès de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. En plus, RTI Publicité travaille à offrir un service de qualité à ses différents partenaires. Cette nouvelle grille tarifaire, je pense que tous les annonceurs l'attendaient. Et avec l'ouverture du paysage audiovisuel,
Je pense que la RTI est en train de se caler à l'ère du temps. Donc c'est une heureuse initiative et ça ne va que dans le sens d'une plus grande visibilité pour nous les annonceurs. On apprécie la démarche d'essayer de rationaliser l'achat d'espace parce que c'est une préoccupation aujourd'hui pour tous les annonceurs de savoir ce qu'on achète et pour toucher quelle cible, par rapport à quelle audience. Et c'est effectivement des chiffres qu'on n'a pas toujours disponibles. Et c'est bien que la RTI puisse intégrer ce côté rationalisation de l'achat et puis donc et de le partager avec nous. Cette nouvelle politique commerciale de la radiodiffusion-télévision ivoirienne rentre en vigueur à partir de janvier 2014. Plus de 5 millions pour le redémarrage des activités de la casse de Marcory à Noumambo. Cette casse avait été réduite en cendres dans le mois de juillet dernier. Le ministre de tutelle vient ainsi permettre aux 104 artisans sinistrés de se remettre en selle. Léon Pro. Heureux 104 artisans installés à la casse d'Anoumambo à Marcory. Ils pourront redémarrer leurs activités grâce à une aide du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon. 5 200 000 francs CFA, soit 50 000 francs par artisan. Un geste fort apprécié par l'Association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI. Son secrétaire général explique que c'est le premier du genre qui est fait par l'autorité de tutelle depuis les 4 incendies enregistrés sur le site de la casse d'Anoumambo. Pour ces ferrailleurs, donc, le ministère en charge de l'artisanat est désormais à l'écoute des artisans. Il souhaite la modernisation totale de leur lieu de travail pour mettre un terme aux incendies récurrents dans les casses de Côte d'Ivoire. Le dernier incendie de la casse d'Anoumambo, objet du don du ministre Billon, est intervenu en juillet 2013 alors que le gouvernement séjournait dans le district des Savanes dans le cadre de la visite d'État du président de la République. Les leaders du G20 sont entrés aujourd'hui de plein pied dans la crise syrienne. La question de l'intervention militaire divise. Seule la France soutient cette solution proposée par les États-Unis. La Russie, elle, ne cache pas sa désapprobation. L'aéroport de Saint-Pétersbourg est depuis hier la scène d'un ballet d'avions transportant les dirigeants des 20 pays les plus influents de la planète pour un sommet dominé par le conflit syrien. Parmi les chefs d'État et de gouvernement, le Français François Hollande et l'Américain Barack Obama ont la lourde tâche de convaincre les autres de se rallier à une coalition pour une frappe punitive et préventive contre l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad contre sa population. Face à la volonté affichée de Vladimir Poutine de maintenir son soutien à Damas, Barack Obama avait depuis son escale suédoise formulé un espoir pour éviter le recours à la force. J'ai toujours de l'espoir et je continuerai à l'impliquer parce que je pense qu'une action internationale serait beaucoup plus efficace et nous pourrions en définitive stopper le nombre de morts plus rapidement si la Russie adoptait une approche différente des problèmes. De son côté, le président russe, qui bénéficie de l'appui chinois à ce sommet, va s'efforcer d'élargir ses soutiens, notamment auprès des pays émergents ou hésitants. Alternant déclarations de fermeté et gestes d'apaisement, tels la suspension de livraison de missiles solaires à Damas, le chef du Kremlin estimait hier encore que toute frappe hors cadre de l'ONU serait une agression. Dans cette atmosphère de guerre froide en plein réchauffement, l'Iran et la Syrie, forts du parrainage de Moscou, accentuent leur pression de l'extérieur. Téhéran estime que les armes chimiques sont un prétexte pour attaquer et Damas affirme maintenir son cap, même au prix d'une guerre mondiale. L'actualité sur le reste du continent est marquée par le Kenya, l'Ouganda et l'Égypte, où l'Union africaine appelle tout le pays à soutenir la transition politique. Toutes les parties, y compris les frères musulmans, doivent participer à la transition en Égypte. C'est l'appel lancé par les représentants de l'Union africaine en visite au Caire. Aucune décision sur une éventuelle réintégration de l'Égypte au sein de l'Union africaine, dont elle a été suspendue après la destitution du président Morsi. Alpha Oumar Konaré a précisé que seul le Conseil de paix et de sécurité pourra en décider.
Le Kenya va-t-il se retirer de la Cour pénale internationale? Les députés kenyans ont planché sur ce projet aujourd'hui à la demande de la coalition au pouvoir. Alors que le président Kenyatta et son vice-président William Ruto vont être jugés par la haie pour crimes contre l'humanité. Ils sont accusés d'avoir organisé les violences post-électorales. Quelle que soit la décision du Parlement, cela ne remettra pas en cause les procès déjà en cours. La crise en RD Congo est au cœur du sommet qui réunit à Kampala les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Un sommet précédé d'une série d'entretiens bilatéraux, une rencontre Kabila-Kagame et une autre houleuse entre le président rwandais et son homologue tanzanien qui dirige la brigade d'intervention de l'ONU. Une solution diplomatique à la crise, l'ONU veut y croire. Il y a peut-être une fenêtre pour un succès politique. Parce qu'après tout, il faut que les gens vivent ensemble. Un espoir alors que les négociations de paix sont suspendues depuis le mois de mai. Direction la Zambie avec une idée pour le moins originale, la piscine du diable. C'est un concept inventé pour les amoureux de sensations fortes. Les images. Entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria. Ce sont les chutes les plus spectaculaires du monde et elles attirent chaque année des millions de touristes. Outre le paysage, elles proposent une attraction particulière pour les amoureux de sensations fortes, la piscine du diable. À 108 mètres au sommet des chutes, ce bassin naturel n'est accessible qu'en saison sèche, de septembre à décembre. Le niveau d'eau et le courant sont alors faibles et permettent la baignade, sensation garantie. C'est tellement fantastique, tellement effrayant et terrifiant. Vous êtes au bord du vide, ça éclabousse partout. C'est une expérience fantastique et terrifiante. Votre corps a de petits frissons nerveux et il y a même de petits poissons qui mordillent vos chevilles. C'est inquiétant. Avec la piscine du diable, vous faites trempette avec la mort car rien ne vous sépare vraiment du bord des chutes. D'ailleurs, la prudence s'impose car il y a parfois des accidents mortels. En 2009, un guide est mort en tentant de sauver un touriste qui s'était endormi et qui était sur le point de tomber. En sport football, l'international Didier Zokora a claqué la porte. Il a quitté les éléphants à seulement quelques jours de la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc. Cathy Touré. Ils étaient nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny cet après-midi de jeudi pour suivre la séance d'entraînement de leur équipe nationale à 2 jours de la rencontre face au Maroc. Un match comptant pour la dernière journée du deuxième tour éliminatoire du Mondial 2014. Mais une fois dans l'enceinte, une absence saute à l'œil. Il s'agit de Zokora Didier. Le sélectionneur national Sabri Lamouchi donne les raisons devant la presse. Hier soir, dans la nuit, très tard, Didier Maestro Zokora a quitté l'hôtel, a quitté le rassemblement pour des raisons qui lui sont propres. Aujourd'hui, nous essaierons d'en savoir un peu plus, d'avoir une explication. La chose la plus importante pour moi est la sélection de Côte d'Ivoire. Rien ni personne ne passera au-dessus des éléphants. À part cet incident, Didier Drogba, le capitaine, Yaya Touré, Gervinho et Otko Pabari se sont donnés à cœur joie devant un petit public acquis à leur cause. Même s'ils sont déjà qualifiés pour le 3e et dernier tour, les éléphants de Côte d'Ivoire comptent aborder ce match du samedi à 17 h face aux Lions de l'Atlas avec le plus grand sérieux, à l'image de cette séance d'entraînement au cours de laquelle ils se sont appliqués. L'Ivoirienne double médaillée d'argent des mondiaux d'athlétisme de Moscou est attendue dans son pays ce dimanche. Muriel Auré, qui a porté très haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, va recevoir un accueil à la hauteur de ses prouesses. Ses fans seront nombreux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour l'accueillir. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne fin de soirée à vous sur RTI 1.